Bonjour à tous, merci d'être si nombreux encore aujourd'hui pour cette cinquième leçon qui va être dédiée, alors j'ai choisi le mot de processeur quantique photonique. On a tendance de temps en temps à dire ordinateur quantique photonique. En réalité, c'est un processeur. Il s'agit de manipuler l'information quantique avec des photons pour faire des calculs de manière plus efficace. Et donc, je vais aborder ce sujet aujourd'hui en me basant sur ce qu'on a vu les autres semaines. Et en particulier, nous avons vu lors de la deuxième semaine que nous pouvons encoder l'information sur la lumière de deux façons différentes. On peut utiliser le grain de lumière, qui est vraiment la particule élémentaire, le photon, pour encoder l'information. Et nous avions vu que nous pouvons, par exemple, encoder l'information sur la polarisation du photon, son chemin, etc. Et quand on regarde le développement des premières machines de calcul quantique à base de lumière, eh bien, il y a un certain nombre de sociétés qui ont émergé, qui ont adopté cette façon d'encoder l'information. C'est par exemple PsiQuantum, une société aux États-Unis sur la côte ouest, mais qui a maintenant des bureaux partout dans le monde, QX Quantum aux Pays-Bas, Orca Quantum Computing au Royaume-Uni, ou Candela, la société que nous avons cofondée ici en France en 2017. L'autre approche que nous avions vue ensemble, c'est d'encoder l'information sur le champ lui-même, les quadratures du champ électromagnétique. On avait regardé cette façon de regarder la lumière. Ici, par exemple, je vous montre une fonction de Wigner que nous avions vue à la leçon numéro 2. Et donc, on peut aussi encoder l'information de cette façon-là. C'est une façon un peu moins balisée, je dirais, d'un point de vue théorique. C'est quelque chose de plus récent, il y a moins de travaux, mais c'est quelque chose qui est en pleine expansion. Et avec l'apparition en particulier de start-up comme Xanadu au Canada, ou, alors je ne sais pas comment on dit ça, OptQC au Japon. Aujourd'hui, bien sûr, en 1h30, je vais essayer de vous donner un aperçu de comment on fabrique et on manipule et on utilise les ordinateurs quantiques à base de lumière. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails des deux approches. Je vais me focaliser principalement sur l'approche qu'on appelle variable discrète qui encode l'information sur des photons. Je mentionnerai des résultats marquants sur l'autre approche. Mais ce que je voudrais quand même indiquer dès le début, c'est que même si je ne peux pas traiter des deux côtés de la même façon, finalement, quelle que soit la façon dont on considère la lumière, qu'on la prenne sous forme de grain ou si on la considère comme une onde, eh bien en fait les défis fondamentaux auxquels on doit faire face pour encoder l'information et la manipuler sont du même ordre, sont du même type physiquement. Les solutions technologiques sont différentes, mais globalement les enjeux, les défis sont les mêmes. Alors pourquoi choisir la lumière pour encoder l'information ? Et ensuite, qu'est-ce qui rend ce choix très difficile, comme toutes les plateformes de calcul, hein, mais quels sont les atouts et les défis ? Alors, quand on regarde aujourd'hui le développement des ordinateurs quantiques, quelle que soit la plateforme, donc la semaine prochaine, nous verrons les ordinateurs quantiques à base d'atomes et d'ions. La semaine dernière, nous avons eu un aperçu des technologies à base de qubits supraconducteurs, où nous avons déjà parlé des interfaces entre des qubits propagatifs et des qubits supraconducteurs. Quelle que soit la plateforme que vous considérez, en fait, on est arrivé aujourd'hui à la conclusion qu'on n'arrivera pas à faire des ordinateurs quantiques de très grande échelle, avec un grand nombre de bits d'informations quantiques d'un seul tenant. Nous aurons besoin de faire des processeurs de taille finie, limitée, d'en fabriquer plusieurs, comme j'ai illustré ici. Alors j'ai mis par exemple ici 100 qubits, en fait ça sera peut-être 1000, ça sera peut-être 10 000, je n'en sais rien. Mais on aura un nombre limité de qubits pour des contraintes très pratiques, physiques. Et pour augmenter la taille du calcul, on va devoir mettre ces différents processeurs de taille petite ou modérée en réseau via la lumière. Et donc, si vous partez déjà d'un ordinateur qui fonctionne avec la lumière, vous avez un problème de moins à résoudre, qui est cette interface entre les qubits que vous avez et la lumière pour connecter plusieurs processeurs. Les ordinateurs quantiques photoniques, et par exemple c'est très clairement illustré par le choix de la société PsiQuantum qui a tout basé sur le pari d'utiliser les technologies semi-conducteurs, beaucoup des plateformes d'ordinateurs quantiques à base de lumière sont compatibles d'une certaine façon avec une industrialisation basée sur les matériaux semi-conducteurs, sur des fonderies de type semi-conducteur. À la fin du cours numéro 4, nous avions regardé les différents critères pour fabriquer un ordinateur quantique et puis les différentes figures de mérite de ces plateformes. Et j'avais mentionné le paramètre de l'horloge, à quelle vitesse cet ordinateur va fonctionner, à quelle fréquence. Et donc avec les ordinateurs photoniques, vous avez des fréquences élevées.
Et puis, évidemment, c'est une des premières motivations pour utiliser la lumière pour encoder l'information. La lumière, le photon, c'est une particule sans charge, sans masse, donc n'interagit pas avec l'environnement. Si vous vous rappelez tout ce qu'on a discuté sur la décohérence, a priori, nous avons un système qui est très peu sensible à la décohérence. Nous allons voir que c'est plus compliqué que ça, mais on part avec une bonne base. Alors, quels sont les défis? Les défis sont toujours, dans ces genres de situations, le pendant des atouts. Le premier défi, c'est les portes logiques. Comment faire des portes logiques, notamment entre photons uniques, quand on a des particules qui n'interagissent pas, et nous allons vraiment adresser ce sujet aujourd'hui. Et puis un autre défi qui est vrai pour toutes les plateformes à base de photons ou de lumière en général, c'est la minimisation des pertes. Nous allons également y revenir. Alors vous vous rappelez, au cours numéro 3, quand on a parlé de décohérence, la perte du qubit, c'était une des sources principales de décohérence. Et donc bien sûr, le photon, on peut aussi le perdre. Et puis j'ai mis une case où la réponse n'est pas claire. Probablement qu'avec ce genre de plateforme, on pourra fabriquer des ordinateurs avec des besoins de refroidissement plus limités que dans d'autres systèmes, puisque le photon en fait, se manipule à température ambiante. Je reviendrai sur ça. Alors la structure du cours, aujourd'hui, je l'ai structurée donc en 3 parties. Nous allons commencer par regarder les différents ingrédients d'un ordinateur quantique, en partant des critères de Di Vincenzo que j'avais introduits à la fin de la leçon numéro 3. Et puis ensuite, nous allons voir 2 grandes familles de façons de fabriquer un ordinateur. On a ce qu'on appelle le calcul quantique linéaire et puis le calcul quantique basé sur la mesure. Alors le calcul quantique linéaire, c'est celui qu'on est actuellement capable d'implémenter dans les laboratoires et également dans les sociétés. C'est basé sur un principe très fondamental de la mécanique quantique qui est celui des particules indiscernables, et je vous expliquerai comment on exploite cette propriété particulière des particules indiscernables, et ça me donnera l'occasion de vous présenter les premiers processeurs photoniques et des exemples d'applications. Nous verrons que cette façon de faire du calcul ne passe pas à l'échelle. C'est une façon agréable d'un point de vue intermédiaire, mais on sait à long terme que ça ne passera pas à l'échelle, et pour passer à l'échelle, un grand nombre de qubits, eh bien, on change de paradigme et on commence à faire cette transition vers le calcul quantique basé sur la mesure. Et cette fois-ci, l'enjeu, le calcul quantique basé sur la mesure, part d'état de la lumière où nous avons un grand nombre de photons intriqués. Et donc, je vais vous expliquer comment on fait cela. Et ce sera également magnifiquement illustré par le séminaire du professeur Gerhard Rempe, qui est un grand spécialiste de l'intrication de photons à l'aide d'atomes froids. Donc, voilà le programme pour aujourd'hui. Commençons par regarder les ingrédients d'un ordinateur quantique à base de lumière. Et pour cela, je reprends les critères de Di Vincenzo que j'avais introduits il y a 2 semaines. Pour faire un ordinateur quantique, il me faut un système physique évolutif avec des qubits bien caractérisés. Alors, évolutif, on se rappelle que c'est la capacité à fabriquer un grand nombre de supports de l'information quantique. Il me faut une capacité de mesure des qubits. Il me faut être capable d'initialiser ces qubits, les mettre tous dans l'état 0 ou tous dans l'état 1. Il me faut des longs temps de cohérence, bon, c'est comme on veut. Il me faut une décohérence faible pour être capable d'avoir un grand nombre, pour pouvoir faire un grand nombre d'informations quantiques sans perdre cette information comme nous l'avons décrit. Et puis il nous faut un ensemble universel de portes quantiques. Alors prenons-les un par un pour le cas de l'ordinateur quantique à base de lumière. Il nous faut un système physique évolutif, c'est-à-dire, si je parle de photons maintenant, une capacité à générer des photons en grande quantité, de manière reproductible, etc. Alors, nous avons vu cela la semaine dernière. Nous savons aujourd'hui fabriquer des sources de photons uniques très efficaces qui, littéralement, aujourd'hui, génèrent plus de 40 millions de photons par seconde. Donc là, ce critère-là est vérifié. Évidemment, on veut pousser plus loin et la question c'est est-ce qu'on va être capable de fabriquer un grand nombre de ces sources de photons uniques. Et là, de la même façon, on se dit que comme on part d'une technologie à base de matériaux semi-conducteurs, c'est quelque chose qu'on va pouvoir passer à l'échelle simplement parce qu'on utilise les outils de la micro et de l'optoélectronique. Le deuxième critère, c'est une capacité de mesurer les qubits. Nous avons regardé ça en détail au cours numéro 2, comment on mesure l'état quantique d'un système. Nous avons vu des fonctions de corrélation d'ordre 2 qui permettent de caractériser les états, la présence d'un photon, etc. Et nous avons vu également cette technologie qui s'est développée dans les 15 dernières années, qui sont les détecteurs supraconducteurs de photons uniques, qui sont capables de détecter des photons uniques avec une efficacité de plus de 98% aujourd'hui. Donc ça, on sait faire. Troisième critère, initialiser les qubits.
Alors, maintenant, on rentre un petit peu dans le détail. Dans quelle variable je vais encoder l'information? Si je décide, par exemple, que l'information portée par mon photon correspondra à 0 si la polarisation est H horizontale, ou 1 si la polarisation est verticale, eh bien, il me faut simplement mettre mon photon dans un de ces deux états. Alors, je vous ai mis un petit exemple ici qui paraît vraiment trivial. Si je pars d'une lumière non polarisée, il suffit que je mette un polariseur pour récupérer un photon polarisé. Donc ça, c'est évident, trivial. Ce n'est quand même pas la meilleure façon de faire parce que si au départ votre état était non polarisé, vous perdez la moitié de votre état. Donc l'idéal, ce serait plutôt d'avoir des sources de photons uniques qui émettent des photons directement polarisés avec un état de polarisation bien défini, et ça, c'est des choses qu'on sait faire. Si on parle de l'encodage en chemin, que nous allons là abondamment utiliser aujourd'hui, on va définir que l'information portée par le qubit vaudra 0 s'il est sur ce chemin-là d'un circuit photonique intégré, ou 1 s'il est ici. Donc envoyer le photon dans l'état 0, c'est simplement décider de l'envoyer d'un côté. C'est trivial. Tout ce qu'on fait sur ces étapes-là du calcul quantique photonique sont triviales, et c'est pour ça que cette plateforme est attractive. Vous allez voir que les choses se corsent quand on cherche à faire des portes logiques entre qubits. Maintenant, regardons le temps de cohérence de mon qubit. Si j'ai un photon qui porte l'information quantique, combien de temps j'ai pour le manipuler? Alors, en théorie, le photon, s'il se propage dans le vide, comme il n'a pas de, dans le vide, s'il n'a pas de particules avec lesquelles interagir, eh bien, comme il est lui-même une particule sans charge ni masse, il n'interagit avec rien, et donc il n'y a pas de décohérence. Donc ça, c'est la partie très attrayante des photons. Dans la vraie vie, on va manipuler les photons avec des systèmes physiques, des fibres optiques, qui peuvent être très transmissives, mais malgré tout, elles peuvent quand même perdre le photon. Plus probablement à terme dans des puces photoniques intégrées, où là, le travail de l'ingénieur va être de vraiment maximiser, optimiser tout ce système pour avoir le moins de pertes possible des photons sur cette puce. Et donc, on revient sur vraiment le premier terme qu'on avait vu ensemble sur la décohérence, c'est la perte pure et simple du qubit qui nous inquiète ici, l'absorption. Donc ça, c'est la première source de décohérence à laquelle on va devoir faire face, qui n'est pas du tout un détail. Et puis la deuxième, eh bien, autant le photon n'est pas sujet à la décohérence une fois qu'il est dans le vide et a été généré et se propage, mais au niveau de la génération, il va falloir générer un état de lumière dans un état quantique très pur. Nous allons le revoir ensemble. Et finalement, ce n'est pas au moment de la manipulation qu'on va réellement perdre nos photons, mais c'est au moment de la génération qu'on va devoir porter notre attention sur le fait d'avoir des états quantiques très purs. Bien, et maintenant, le dernier critère que nous avons regardé de manière très brève précédemment, c'est l'ensemble universel de portes quantiques. La définition, alors l'idée c'est que je vais avoir n qubits et je vais vouloir les intriquer pour faire un calcul quantique. Et donc, un ensemble de portes universelles, c'est un ensemble de portes logiques qui me permettent de faire n'importe quelle transformation unitaire de n qubits. Et donc, cette définition, bien sûr, de l'ensemble universel va dépendre si on considère un ou plusieurs qubits. Donc, en général, on va montrer qu'il suffit pour avoir un ensemble universel de portes quantiques d'avoir des portes à 1 qubit et à plusieurs qubits. Alors, prenons le cas d'une porte à 1 qubit, c'est ce que nous avions vu au cours 1. Une porte à 1 qubit, ça veut dire, par exemple, si j'ai un spin dans l'état plus z ici, eh bien, c'est ma capacité à l'emmener n'importe où sur la sphère de bloc. Nous avions vu ça exactement quand nous avions traité le cas de la résonance magnétique nucléaire au premier cours. Donc, il s'agit d'implémenter ce genre de contrôle. Si je généralise et que je ne m'intéresse plus forcément spécifiquement au spin, mais que j'étends un petit peu la discussion, eh bien, en fait, je peux montrer que une rotation de mon vecteur de bloc sur la sphère le long de l'axe x s'écrit comme cela. C'est exponentielle moins i θ sur 2 sigma x, où sigma x est une des matrices de Pauli. Et je peux montrer que ça correspond à faire tourner mon vecteur de bloc d'un angle θ dans le plan zy autour de l'axe x. Et donc, si je veux faire n'importe quelle rotation sur la sphère de bloc, eh bien, en fait, je vais écrire ça comme une rotation arbitraire autour d'un vecteur n. Et donc, ce qui va apparaître, ça va être n scalaire sigma, où sigma sont les matrices de Pauli.
Et donc on peut montrer que si je m'intéresse simplement à un qubit, un jeu de portes universel pour manipuler ce qubit, c'est par exemple les 3 matrices de Pauli. Si je suis capable d'implémenter dans mon système ces 3 transformations, je peux faire n'importe quelle transformation de mon qubit sur la sphère de bloc. Maintenant, si je regarde un ensemble universel de n qubits, eh bien, on peut montrer qu'il y a un grand nombre de façons d'obtenir ce type de jeu universel, mais ce jeu universel peut par exemple être fait avec les 3 matrices que nous venons de voir, donc un jeu universel pour manipuler un qubit et une seule porte qui crée de l'intrication entre les qubits. Donc c'est les 3 matrices sigma x, sigma y, sigma z qui font les transformations que j'ai indiquées avant, et par exemple une porte que je vais choisir pour expliquer, la porte control note. Alors la porte control note, regardons-la. Cette porte, elle a cette table de vérité ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Elle est écrite dans la base 00, 01, 10, 11. Alors, le 1 et le 0 ici définissent vraiment le bit d'information. Et elle considère donc une porte, c'est une boîte noire. Cette porte C-note, c'est une boîte noire dans laquelle vous avez 2 qubits à l'entrée et un des qubits, qu'on va appeler le qubit de contrôle, va contrôler l'état du qubit de cible. Alors, si j'écris ce que ça fait, simplement, au départ, imaginons que j'ai mon qubit. Si j'ai mon qubit de départ, mon qubit cible, qui est dans l'état 0, à l'entrée de ma porte, et que je mets mon qubit contrôle dans l'état 0 plus 1 sur racine de 2, qu'on appelle en général l'état plus, eh bien, à l'entrée de la porte, j'ai cet état produit tensoriel des deux. Donc j'écris donc à gauche le qubit contrôle, donc 0 plus 1 sur racine de 2. Tensoriel, ça c'est le qubit contrôle, donc je vais mettre un petit C ici pour qu'on voit bien. Tensoriel, le qubit... Ah oui, en français, contrôle et cible, c'est la même lettre. Donc en anglais, c'est target. Donc je vais prendre target comme cible en anglais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cet état-là, c'est 0C, 0 target, plus 1C et 0 target. Donc ça, c'est un état qui est un produit factorisé entre l'état d'un qubit et l'autre. Par contre, maintenant, j'applique la porte C-note. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette table de vérité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si j'ai 0, 0 à l'entrée, eh bien, en fait, c'est le premier 1 en haut à gauche, ça me donne 0, 0 à la sortie. Donc j'ai 0 contrôle et 0 target. Par contre, ici, j'ai 1C, 0 target. Et là, j'arrive à la 3e colonne qui, en fait, retourne l'état de mon qubit cible quand mon qubit de contrôle est dans l'état 1. Et donc là, ça me donne, je passe de 1, 0 à 1, 1. Ça me fait un cible, un target sur racine de 2. Cet état-là, vous le reconnaissez, c'est un état de Bell, où j'ai 2 photons qui sont intriqués. Donc j'ai vraiment, cette porte C-note m'intrique mes 2 qubits. Et c'est vraiment une des spécificités des portes logiques à 2 qubits en quantique. Même pour les personnes qui seraient familières de la logique classique, cette table-là, elle ressemble à une table XOR en électronique classique. La vraie différence, c'est que quand vous implémentez cette table avec un objet quantique, vous créez de l'intrication. Voilà, donc j'ai donné le paysage. Il nous faut des portes à 1 qubit et des portes à 2 qubits. Alors, des portes à 1 qubit avec des photons. Est-ce que c'est compliqué à faire? Eh bien, en fait, c'est très simple. Si j'encode l'information de mon photon, l'information sur l'état de polarisation de mon photon, et que je dis par exemple que le qubit H c'est 0 et le qubit V c'est 1, eh bien, en fait, on peut montrer qu'il suffit de prendre des lames d'ondes, des lames biréfringentes, des lames quart d'onde et des lames demi-ondes pour transformer mon état n'importe où sur la sphère de bloc. On peut écrire les transformations de ces lames d'onde ici, comme c'est écrit là. C'est un petit peu compliqué, la polarisation, on a toujours une représentation qui est un petit peu compliquée, donc c'est pas évident de comprendre tout de suite pourquoi il nous faut 3 lames, mais si on fait les maths,
on voit qu'il faut vraiment trois lames, et en particulier donc des lames qui font un déphasage de π/2, des lames qui font un déphasage de π/4, et qui font cela selon un angle, un vecteur n. Donc on sait faire ça de manière, je dirais, absolument évidente dans les laboratoires. En chemin, si j'encode l'information maintenant en chemin, comment je vais... j'ai mis mon qubit par exemple ici dans un chemin au départ, et je vais vouloir j'aurais dû rajouter, du coup je vais le dessiner, je vais vouloir à la sortie avoir mon qubit dans une superposition de deux chemins. Je suis désolée, je le rajouterai sur mon schéma, il est un petit peu insuffisant. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un interféromètre de Mach-Zehnder. Et donc je vais avoir mon état en entrée ici, si ça j'appelle ça le chemin 0. Et bien à la sortie, si ça j'appelle ça le chemin 0 de sortie et ça le chemin 1 de sortie, eh bien je peux séparer mon qubit entre les deux chemins simplement en jouant ici, en ajoutant ici des termes de phase. Des termes de phase ici sur les deux chemins de mon interféromètre de Mach-Zehnder. Et donc c'est simplement, en fait, ce que je viens de montrer, c'est qu'une porte qui permet de contrôler la superposition en chemin de sortie ici entre les deux chemins, elle comprend deux séparateurs de faisceaux. Ici, ce sont des séparateurs de faisceaux 50-50, donc j'ai une probabilité moitié d'aller ici, moitié d'aller là. Et ici, un autre séparateur de faisceaux 50-50. Et puis ici, c'est des miroirs. Et donc, pour encoder, manipuler complètement mon qubit dans l'espace des chemins, eh bien, il me faut deux séparatrices de faisceaux qui font cette transformation unitaire. On va le revoir ensemble après. Et puis simplement des termes de phase des deux côtés. Et on peut montrer qu'on peut ainsi manipuler complètement notre qubit en chemin. Tout ça est en réalité facile. Je change de représentation, d'ailleurs j'aurais dû garder celle-là dès le début, parce qu'elle est à mon avis moins intuitive, mais vous voyez ici que finalement quand je trace ça avec des guides d'ondes, qui représentent la façon dont on fait ça dans des puces photoniques intégrées, eh bien en fait le cube séparateur que j'ai représenté ici, ce cube séparateur-là, ici, ce cube séparateur qui fait que j'ai 50% d'un côté et 50% qui va être transmis, eh bien quand on fait ça avec des guides d'ondes, la façon de faire ça, c'est d'avoir la lumière qui est confinée sur un guide d'onde et d'approcher les guides l'un de l'autre, de sorte qu'ici, il y a un recouvrement du champ. Et on va pouvoir ici, en fait, dessiner, contrôler ce couplage ici pour avoir 50-50 probabilités de chaque côté à la sortie. Et donc, du coup, on le trace comme cela en un beam splitter, un séparateur de faisceaux sur un guide d'onde. C'est deux guides qui se rapprochent et qui ensuite s'éloignent. Et ça, je vais vous en montrer un grand nombre aujourd'hui. Donc jusque-là, tout va bien. Et là, les choses se corsent. Là où les choses se corsent, c'est quand on veut réfléchir à comment faire des portes logiques à 2 qubits. Comment faire pour implémenter une porte C-note ou comment faire pour intriquer 2 photons. 2 photons qui sont 2 particules sans charge, sans masse, qui n'interagissent pas. Et donc il y a eu plusieurs réponses qui ont été apportées au fil de la recherche. Et la première qui a répondu à cette question, la première théorie qui a répondu à cette question a été publiée en 2001 lors de ce papier fondateur du calcul quantique photonique par 3 chercheurs qui s'appellent Knill, Laflamme et Milburn, qui écrivent un article théorique qui explique qu'en fait, on peut faire des portes logiques simplement en prenant des séparateurs de faisceaux, donc ceux que je viens de discuter, des contrôleurs de la phase, des sources de photons uniques et des détecteurs. Et ils expliquent que l'on peut ainsi faire des portes logiques quantiques arbitraires et même faire un ordinateur à grande échelle, robuste aux erreurs. Alors nous allons voir comment fonctionne ce principe et je l'annonce tout de suite. En fait, ce schéma qui marche et passe à l'échelle sur le papier ne passe pas à l'échelle en vrai quand on regarde l'implémentation expérimentale. Malgré tout, c'est pour l'instant ce modèle-là qu'on utilise pour faire les premières machines de prototypes de calcul quantique. Alors, ce papier, cette proposition, repose sur un phénomène physique très important qu'on appelle une interférence quantique entre 2 photons, qu'on appelle également l'effet Ongu-Mandel, parce qu'il a été vu pour la première fois en 1987 par ces 3 chercheurs, à partir d'une source de photons très proche de celle que nous avons discutée la semaine dernière, où ils envoyaient un laser sur un cristal non linéaire, ils récupéraient des paires de photons, et
si vous suivez le chemin, ici, un photon est réfléchi sur ce miroir, arrive là, l'autre photon réfléchi sur ce miroir, arrive là, et les deux photons arrivent en même temps sur un cube séparateur. Et ensuite, il regarde le signal en sortie. Il regarde si les photons sont mesurés à la sortie des deux de la lame séparatrice. Qu'est-ce qu'ils observent? Eh bien, ils observent un phénomène très spectaculaire, c'est-à-dire que quand les photons arrivent exactement en même temps, donc l'abscisse de cette courbe ici, c'est un contrôle du moment où les photons arrivent, eh bien, quand les photons arrivent exactement en même temps sur la lame séparatrice, ils s'aperçoivent que quand ils regardent les clics sur les deux détecteurs, ils passent par une valeur qui est nulle. Alors vous avez deux photons qui arrivent en entrée. Et donc, quand vous regardez les clics des deux côtés, vous n'avez jamais deux clics en même temps. Donc, il se passe quelque chose qu'on va regarder ensemble et qui est quelque chose de très fondamental en mécanique quantique. Et donc, je vais faire un petit détour pour expliquer le caractère très fondamental de la physique que nous voyons ici, qui vient en fait de la discernabilité des particules. Et donc, de quoi s'agit-il ? Pour ceux qui n'auraient pas vu ça dans leur cours de mécanique quantique. Eh bien, quand en mécanique, en physique, on décrit par exemple les électrons dans un atome, on peut avoir un atome avec un grand nombre de protons et un grand nombre d'électrons, ça n'a aucun sens d'essayer de dire l'électron qui est sur le niveau 3s de P, machin. En fait, c'est l'ensemble des électrons qui est réparti sur l'ensemble des niveaux. On n'est pas capable de faire une différence et de suivre un des électrons plus qu'un autre autour de cet atome. Si je prends la physique des solides que j'avais évoquée lors de la leçon inaugurale, où on a là pour le coup un grand nombre d'atomes qui partagent un grand nombre d'électrons. Quand on décrit la physique des électrons dans ce système, on n'est pas capable de dire c'est l'électron qui vient de l'atome au milieu du cristal. C'est impossible. C'est un ensemble d'atomes qui sont tous reliés les uns avec les autres et qui, d'une certaine façon, on est capable d'écrire l'état d'un électron dans ce système. De manière générique, on n'est pas capable de leur mettre un petit drapeau pour dire d'où viennent chacun de ces électrons. Et même si je prends un système plus simple, si j'imagine que j'ai deux particules, deux électrons, deux protons qui vont venir se rencontrer et faire une collision, ils viennent de la gauche, de la droite et ensuite ils sont diffusés, eh bien, dans le monde classique, je trace mes deux flèches pour écrire une trajectoire. Je suis capable de suivre l'électron qui vient de gauche et celui qui vient de droite. Mais dans le monde quantique, il n'y a pas vraiment de notion de trajectoire puisque nous avons vu que la précision de la mesure qu'on peut avoir à la fois sur la position et sur l'impulsion sont bornées inférieurement par les relations d'Heisenberg. Donc on n'est même pas capable de tracer ces trajectoires et de dire en fait, ah oui, il y avait un électron qui venait de là et un électron qui venait de l'autre côté. Et donc la mécanique quantique, pour rendre compte de cette impossibilité de discerner des particules qui sont, par exemple, tous les électrons d'un même atome ou d'un même cristal ou même des protons qui interagissent, eh bien, on va introduire un formalisme qui rend compte de ça en disant, par exemple, si je considère un état à deux particules, une particule 1 et une particule 2, je prends deux particules qui peuvent être dans deux états, A et B, eh bien, d'une certaine façon, il faut que la physique soit la même si j'inverse l'état de ces deux particules. C'est-à-dire que si la particule 1 est en A et la particule 2 est dans l'état B, eh bien, il faut que ma physique soit la même si la particule 1 est en B et la particule 2 est en A. Et ça, mathématiquement, on décrit ça par les symétries de la mécanique quantique. On va dire, pour décrire que la physique est inchangée par cette permutation des deux particules, eh bien, on va décrire ça par le fait que l'hamiltonien va commuter avec cet opérateur qui fait juste l'échange entre les deux particules. Alors c'est très sympathique parce qu'en mécanique quantique, quand on a dit que deux opérateurs commutent, eh bien, on peut dire qu'on peut trouver les états propres communs des deux opérateurs. Or, les opérateurs de cet opérateur de permutation entre les deux particules 1 et 2 sont très faciles à trouver. Parce que si je le prends au carré, si j'applique une permutation qui inverse une première fois l'état, puis ensuite je continue, je reviens sur lui-même. Donc j'ai l'identité. Ce qui veut dire que les valeurs propres de mon opérateur sont simplement plus 1 et moins 1. Et ce qui veut dire que les états propres de mon opérateur de permutation, c'est des états qui vérifient que quand j'inverse l'état des deux particules, j'ai soit le même état, plus psi, soit le même état mais avec un terme moins devant, moins psi. Et c'est comme ça qu'on arrive en physique à définir deux grandes catégories de particules qu'on appelle les bosons et les fermions. Donc, je voulais vous expliquer ça parce que c'est extrêmement fondamental. Les bosons, c'est les états où quand je fais la permutation des deux particules, eh bien, je retrouve le même état. Et les fermions, eh bien, j'ai ce terme de phase moins devant. On va rentrer dans un exemple très concret maintenant. Prenons deux particules, 1 et 2 états quantiques A et B. Si mes deux particules sont différentes, alors par exemple, je prends l'exemple de deux photons. Si j'ai un photon bleu et un photon vert, eh bien j'ai 4 états possibles.
tous les deux en A, tous les un en A, le premier en A, le deuxième en B, le premier en B, le deuxième en A, ou tous les deux en B. J'ai 4 états possibles. Maintenant, que se passe-t-il si mes deux photons sont indiscernables? Ils sont identiques en tout point. Que se passe-t-il? Eh bien, je vais avoir deux cas, soit le cas des bosons, soit le cas des fermions. Alors, les photons sont des bosons. Eh bien, je dois avoir un état quantique qui vérifie cette relation que j'ai indiquée pour les bosons. Il faut que la permutation appliquée à mon état donne le même état. Donc, par exemple, eh bien, vous voyez que j'ai trois états qui vérifient ça. Le premier état ici, où je mets mon premier photon en H. Ah, excusez-moi, j'aurais dû prendre le pointeur. Voilà. Le premier photon en H et le deuxième photon en H, si je permute, évidemment, j'obtiens le même état. Les deux photons en V, si je permute, j'ai également le même état. Mais si je mets le premier en H plus le premier en H et le deuxième en V plus le premier en V et le deuxième en H, quand j'inverse, eh bien, HV va devenir VH, VH va devenir HV, mais comme j'ai un signe plus ici, j'ai le même état. Et donc, vous voyez qu'une fois que je considère que j'ai deux photons indiscernables, je n'ai plus 4 états possibles, j'en ai que 3 possibles. Si maintenant je considère des particules qui sont des fermions, donc en général le système modèle c'est le spin and me que nous avions vu au premier cours, eh bien cette fois-ci il faut que quand j'applique ma permutation sur mon état, il faut que la permutation appliquée à psi me donne moins psi. Vous voyez que si je prends par exemple HH, ça c'est pas possible. Ça fait pas moins psi, parce que quand je permute, j'ai le même état, donc ça me donne que cet état-là. Donc les états HH, VV, ils sont impossibles. L'état du milieu non plus n'est pas possible, et le seul état qui est possible, c'est l'état plus-moins, moins plus sur racine de 2. Celui-là, quand je fais une inversion, le plus-moins devient moins plus, le moins plus devient plus-moins, et donc j'ai le même état à un signe près. Et donc je récupère cet état qu'on appelle un état antisymétrique. Et donc vous voyez que quand j'ai des particules indiscernables, eh bien, si c'est des fermions, par exemple, j'ai qu'un seul état. Alors il y a quelque chose de très fondamental ici, parce que ce que je suis en train de vous décrire, c'est le fait que les photons, je peux les mettre par exemple tous dans le même état quantique, H si j'ai tant, si j'en prends pas 2 mais 3, 4, etc. Je peux tous les mettre dans le même état quantique, alors que les électrons qui ont un spin and me, je ne peux pas les mettre dans les mêmes états quantiques. Et donc d'un côté, vous avez la physique qui explique le laser, où on peut mettre tous les photons dans le même état quantique, et à droite, vous avez le postulat de la physique qui explique qu'on remplit les niveaux d'énergie des électrons dans les atomes, parce qu'on ne peut mettre que 2 électrons de spin opposés sur chaque niveau d'énergie. Alors, pourquoi ça m'intéresse? Eh bien, pour faire ces portes logiques entre photons. Alors, on va faire un exemple. Maintenant, je vais prendre 2 photons. On va expliquer comment on intrigue 2 photons avec ce phénomène-là. Je prends 2 photons, je pars d'un cube séparateur, donc toujours la lame semi-transparente, et j'ai 4 chemins. J'ai un chemin d'entrée A, un chemin d'entrée B, un chemin de sortie D et un chemin de sortie C. Et je vais mettre un photon ici et un photon là. Moi, expérimentatrice, je vais envoyer un photon de chaque côté. Les photons sont des bosons. Quelle est l'étape pour décrire mon système à l'entrée? Eh bien, à l'entrée de mon système, je suis obligée de mettre mes photons qui sont indiscernables dans un état symétrique. Et donc, je suis obligée de mettre mon système dans l'état d'entrée, dans l'état premier photon qui vient du chemin A, deuxième photon qui vient du chemin B, plus premier photon qui vient du chemin B, deuxième photon qui vient du chemin A, sur racine de 2. Mon incapacité à faire une différence entre ces 2 photons me dit que mes 2 photons, je dois les mettre dans cet état-là. Et maintenant, je vais transformer cet état par la lame semi-transparente. La lame semi-transparente, elle va transformer un photon qui arrive en A, elle va le transformer en phi C plus I phi D sur racine de 2. Et le photon qui vient de B va le transformer en I phi C plus phi D sur racine de 2. Alors en fait, simplement, ce qui se passe, c'est que quand on a une réflexion sur une lame, comme ça, on a un déphasage de pi, ce qui explique le I ici. Et donc si je transforme maintenant à travers la lame cet état
à 2 photons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai mis mon premier photon en phi A, donc ça va devenir mon premier photon 1 phi C plus I phi D sur racine de 2. Tensoriel, le deuxième photon, lui, va devenir I2 dans l'état phi C plus 2 dans l'état phi D sur racine de 2. Tout ça, j'ai juste fait la transformation de ça. Et maintenant, je fais la même chose avec le deuxième terme, sans me tromper. Donc, je vais avoir I1 phi C plus 1 phi D sur racine de 2, tensoriel, 2 phi C plus I 2 phi D sur racine de 2. Et tout ça sur racine de 2. Bon. Alors vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les termes en 1 phi D et 2 phi C, par exemple ici, là j'ai un terme I fois I, ça fait moins 1. Et 1 phi D, 2 phi C, là ça me fait un terme en 1, et là ça me fait un terme en moins 1. Donc ces termes-là s'annulent. Si je regarde les autres termes croisés, si je prends celui-là, 1 phi C, 2 phi D, là j'ai un terme 1. Et si je prends 1 phi C, 2 phi D ici, j'ai I fois I, j'ai encore moins 1. Donc ces deux termes-là s'annulent aussi. Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste, finalement, il va me rester simplement les termes où j'ai phi C, donc j'ai 1 phi C, 2 phi C, avec un I sur 2. Et puis ici, j'ai phi C, toujours avec le terme I, sur 2. Et puis de la même façon, si je le fais avec les phi D. Donc je vais avoir I, phi C, mes deux photons en phi C. Et puis en phi D, j'ai la même chose en fait, j'ai I. Et puis ici, j'ai phi D, j'ai aussi I. D'accord? Alors, qu'est-ce que je viens d'écrire ici? Eh bien, j'ai mes deux photons qui, à la sortie, sortent ensemble. Ils sortent tous les deux sur le chemin C et tous les deux sur le chemin D. Ils ne sortent pas séparément. Alors, je vais faire un petit dessin. J'ai envoyé deux photons à l'entrée. Dans le monde classique, j'ai 4 probabilités de sortie. Soit ils sont tous les deux transmis, soit ils sont tous les deux réfléchis, soit un est transmis, l'autre réfléchi, etc. Et le calcul qu'on vient de faire ici, là, c'est que d'un point de vue quantique, en fait, il y a des plus et des moins qui apparaissent. Ces deux termes ici s'annulent, sont indiscernables. Et ce qu'il me reste, c'est deux photons qui sortent dans un état intriqué en chemin. Et donc, il y a quelque chose d'assez remarquable, c'est que quand vous créez deux particules qui sont absolument identiques et que vous les envoyez sur un cube séparateur, elles sortent en même temps. Ici, nous avons intriqué deux photons en chemin. Et donc, c'est cette capacité à créer de l'intrication simplement en envoyant de la lumière des photons sur un cube séparateur qu'on va exploiter pour faire des machines de calcul de type première génération. Nous allons voir que ce phénomène que je vous ai présenté ici est extrêmement important également pour tout ce qui est établissement de réseaux de communication quantique que nous verrons à la dernière leçon. Les réseaux de communication quantique exploitent abondamment ce genre d'interférence entre des photons qui arrivent sur une lame séparatrice. Alors je reviens sur mon expérience fondatrice du sujet. En 1987, qu'est-ce qui était tracé ici? C'était le nombre de coïncidences dans un temps de mesure donné. Et il faisait varier ici la petite position du cube séparateur. En fait, il faisait en sorte que les photons arrivent exactement en même temps. Quand ils arrivent exactement en même temps, on n'est pas capable de savoir lequel vient d'un côté ou de l'autre du point de vue de la sortie, et on a cette interférence. Et donc l'observation d'absence de double clic ici était la signature de ce chemin, de ce θ à deux photons qui sortent des deux côtés ensemble. Alors, je peux réécrire tout ça. Alors, j'aime bien expliquer ce phénomène en parlant de la discernabilité des particules.
on peut en faire complètement abstraction, en tout cas d'un point de vue apparent, si on passe en le formalisme de seconde quantification que nous avions introduit lors de la deuxième semaine, où je vais décrire mes photons comme étant des états à un photon créés en appliquant l'opérateur A croix sur le vide. Et donc, on peut décrire la transformation faite par un cube séparateur dans le formalisme, cette fois-ci, des opérateurs A et A croix. Je peux dire que créer un photon à la sortie en C ici, eh bien, c'est une superposition linéaire de créer un photon en A ici et un photon en B là, tel que je l'ai écrit là, où là, j'ai pris, en fait, sur la ligne d'en dessous, j'ai inversé ma matrice. Et donc, si je mets un photon A, un photon en B, j'applique simplement A croix B sur le vide des deux côtés. Et que se passe-t-il à la sortie? Eh bien, je transforme mes opérateurs A et A croix par la transformation qui est donnée ici sur les états de sortie par la lame semi-transparente. Et je trouve que j'ai A croix C au carré plus A croix D au carré. Simplement en écrivant, là je ne refais pas le calcul, on développe. Et on voit que le terme en croisé en A croix C, A croix D disparaissent. Et ça, cet état, qu'est-ce que c'est? C'est un état où j'ai 2 photons sur le chemin C, 0 photons sur le chemin D, 0 photons sur le chemin C, 2 photons sur le chemin D. Et donc vous voyez ici, on a une intrication des 2 photons qui sortent ensemble. Alors nous allons abondamment utiliser ce phénomène pour faire du calcul quantique. Avant de faire ça, je veux revenir sur un petit point que j'avais mentionné au cours numéro 2, sur la description d'un état à 2 photons. Je vous avais dit, on ne va pas écrire qu'un état à 1 photon, pardon, pas à 2 photons, à 1 photon. On ne va pas écrire qu'un état à 1 photon, on peut l'écrire bien sûr sous la forme qu'un état à 1 photon, c'est A croix appliqué au vide, sauf que tout ce que nous avons fait ensemble, en fait, on a fait ça à une fréquence précise, on a discrétisé on a décrit notre champ électromagnétique dans des ondes planes qui ont une fréquence bien précise. Or, on va manipuler des impulsions de lumière, comme on a vu la semaine dernière, qui ont un grand nombre de fréquences. Puisque nous avons une impulsion lumineuse dans le temps, ça veut dire que par transformée de Fourier, nous avons plusieurs fréquences. Et donc nous avions décrit ensemble qu'un état à un photon, on va plutôt l'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire d'états à un photon à une fréquence donnée, avec une population totale, somme des coefficients CL au carré égale à 1 ici. Donc un photon en tout, mais réparti sur plusieurs fréquences, comme je l'ai un petit peu dessiné ici. Alors comment est-ce que je réconcilie cet état-là avec ce que j'ai écrit ici, où j'ai simplement appliqué A et A croix à mon état pour décrire un état à un photon? Eh bien en fait, simplement, et mathématiquement on peut le faire très simplement, je me permets de créer un nouvel opérateur que j'appelle B croix, qui est la somme des combinaisons linéaires avec les coefficients CL qui apparaissent ici des A croix L. Quand je fais ça, parce que j'ai cette condition de normalisation, eh bien, je trouve que BB croix, c'est comme A croix, en fait, en faisant le calcul, ça me donne 1. Et donc, je viens de créer un nouvel opérateur, création de photons, sauf que cette fois-ci, j'ai créé un photon dans un mode qui décrit vraiment l'état de mon impulsion lumineuse. Et donc, je peux écrire que mon état sous forme d'impulsion, c'est cet état qui applique cet opérateur sur le vide. Alors pourquoi c'est important? Parce que d'abord, ça veut dire que ce que je vous ai expliqué sur l'interférence quantique en seconde quantification, on peut le généraliser simplement en écrivant que cette fois, mon état, ce n'est pas des A croix comme on les a vus ensemble pour quantifier le champ électromagnétique, mais c'est des B croix qui définissent un mode optique avec une forme temporelle. Et puis, ça nous dit quelque chose de très puissant, c'est que l'indiscernabilité, le fait que 2 photons vont interférer de la façon dont je viens de vous décrire, ça veut dire que je dois avoir en fait cet état-là. Quand je dis que j'ai un photon qui a une certaine somme de fréquences, c'est un état pur. Si vous vous rappelez ce qu'on a discuté sur la matrice, sur la décohérence, ça c'est un état absolument pur. Ce n'est pas un état mélangé, il n'y a pas eu de décohérence. Et donc ça veut dire que générer des photons indiscernables qui répondent à cette interférence quantique que nous avons discutée ici, eh bien ça veut dire que je dois créer des photons dans un état pur en fréquence. Et on a vu ensemble que les états purs, on les garde seulement s'il n'y a aucune décohérence sur le système. Donc quelles sont les conditions supplémentaires dont on a besoin pour faire des portes logiques avec des photons uniques? Donc il me faut des photons avec un état pur en fréquence. Et donc très concrètement, on a vu la semaine dernière 2 types de sources de photons uniques. On a vu des sources qui étaient basées sur la conversion de fréquence. On envoyait un laser, on avait des paires de photons. On détectait des photons pour annoncer la présence de l'autre. Eh bien, si ces 2 photons sont par malheur intriqués, par exemple, en fréquence,
nous avons vu que quand j'ai deux systèmes intriqués et que j'en mesure un, en fait, ce qui me reste à la sortie sur l'autre, c'est un état mixte. Bon, c'est une des sources de décohérence que nous avions vues ensemble. Donc il faut absolument qu'il n'y ait aucune corrélation entre les deux photons pour avoir, après avoir annoncé la présence d'un photon en détectant l'un des deux, avoir un état pur en fréquence, des photons indiscernables. Et dans les autres sources de photons uniques que nous avons vues ensemble, qui sont basées sur des émetteurs quantiques, des atomes ou des atomes artificiels qui émettent des photons un par un, eh bien ça veut dire, puisque là j'ai un système physique, j'ai un atome, il faut que cet atome n'interagisse pas avec l'environnement pendant le fait qu'il émet son photon, qu'il ne sente pas l'environnement pendant l'émission de son photon. Alors, un petit mot, comment est-ce qu'on fait ça? Je vous avais expliqué la semaine dernière qu'on pouvait faire des sources de photons uniques en mettant une boîte quantique semi-conductrice dans des cavités, et je vous avais montré qu'on pouvait avoir des sources très efficaces comme cela. Mais je suis dans un système à l'état solide. Mon système artificiel, c'est un système à deux niveaux qui émet des photons, certes, mais se couple à un environnement. Et donc, par exemple, s'il y a des charges qui fluctuent autour de lui, eh bien, ces charges vont influencer l'état de mon système ici, et je vais avoir des photons qui ne seront pas indiscernables, qui ne seront pas dans un état quantique pur. Donc, une façon de s'affranchir de ça, ça a été, par exemple, d'utiliser les outils des matériaux semi-conducteurs et de mettre nos atomes artificiels dans des structures de diodes. J'avais déjà parlé de ces structures de diodes quand on avait parlé du spin and me au début, et le fait qu'on peut les utiliser pour évacuer des charges. Et donc, si j'évacue des charges qui sont autour de mon émetteur, je minimise ce bruit électrique. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, et puis on a fait d'autres choses, on a montré comment réduire l'interaction également de notre émetteur avec des phonons, des vibrations. Et en faisant cela, nous avons été capables, petit à petit, d'avoir des sources de photons indiscernables. Donc je vous montre ici une expérience plus moderne, avec les sources que je vous ai présentées. Je prends deux photons émis par cette source, l'un après l'autre. Je les envoie sur les deux entrées d'un cube séparateur. Et je vais regarder les doubles clics ici. Et vous vous rappelez que quand j'avais un seul photon, on voyait la disparition du pic à zéro délai. Ici, il n'y avait pas de double clic à zéro délai. Et bien là, c'est la même chose. Si je suis dans l'état 2,0 plus 0,2, soit ça va cliquer là, soit le détecteur va cliquer là, mais il ne va pas avoir de double clic ici. Et c'est pour ça que le pic ici, à zéro délai, disparaît. D'accord ? Donc là, c'est la dernière, je dirais, pièce du puzzle que je n'avais pas eu le temps de vous présenter la semaine dernière. Quand je vous avais expliqué qu'avec les sources de photons uniques que nous avions développées, nous allions vers la source de photons uniques idéale avec une carte à deux dimensions. La semaine dernière, j'avais expliqué comment on faisait des sources de photons uniques très brillantes. Et j'avais dit qu'il faudra une autre métrique pour définir si la source est utile pour faire du calcul quantique. Cette autre métrique, c'est ce qu'on appelle en anglais indistinguishability. En français, c'est le fait que les photons sont indiscernables. Et donc, je vous avais bien expliqué qu'il nous fallait des sources à la fois très brillantes et indiscernables pour faire ce calcul quantique. Bien. Alors, une fois que je vous ai expliqué tout ça, revenons à nos moutons. Comment est-ce que je fais un ordinateur quantique avec des photons qui interfèrent sur des cubes séparateurs parce qu'ils sont indiscernables? Eh bien, dans cet article, ils expliquent qu'il suffit de prendre ces photons, de les faire interférer comme cela, c'est-à-dire de les intriquer, et puis ensuite de les détecter pour faire des portes logiques. Alors, on va regarder ça. C'est une façon de faire qui a été proposée dans ce papier, mais qui est en fait un petit peu plus compliquée que ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui. Donc, par exemple, on regardera dans 10 minutes, on regardera comment on fait une porte contrôle-note avec ce système. Mais avant ça, je vais vous présenter les machines de calcul quantique qu'on appelle linéaires. Linéaires, ça veut dire qu'elles se basent sur cette interférence quantique, sur un cube séparateur. On appelle ça linéaire parce qu'un cube séparateur, c'est un élément d'optique linéaire. Il n'y a rien de non linéaire là-dedans, c'est de l'optique de base. L'architecture que nous allons développer pour faire ces ordinateurs quantiques à interférence quantique linéaire, c'est simplement ce qui est illustré sur cette petite vidéo. Nous allons envoyer des photons à l'entrée. Vous allez avoir un circuit ici. Vous voyez qu'il y a des guidons qui se rapprochent et qui s'éloignent. C'est des cubes séparateurs. Vous avez des contrôleurs de phase qui permettent de faire des portes à un qubit arbitraire. Ce sont des Mach-Zehnder que nous avons vu tout à l'heure. Et à la sortie, on va avoir des détecteurs qui vont mesurer la distribution des photons en sortie. Je vous montre ici, je vous fais faire une petite visite virtuelle des ordinateurs quantiques que nous assemblons dans la startup Candela, qui part bien sûr de ces sources de photons uniques dont je vous ai parlé la semaine dernière. On va récupérer les photons. Alors ces sources de photons uniques sont insérées dans le cryostat ici, elle est ici la petite source, dans un cryostat qui va à 2,5 Kelvin. Et à la sortie, on va envoyer les photons dans la puce. Et à la sortie de la puce, on va revenir dans ce module qui est à basse température pour avoir les détecteurs de photons uniques que je vous ai présentés avant.
Ces photons, pour l'instant, ils viennent d'une seule source et on va vouloir utiliser, par exemple, ici, c'était pour faire un adaptateur à 6 qubits. Donc, on va répartir les 6 photons qui sont émis les uns après les autres dans 6 chemins pour qu'ils arrivent en même temps sur la puce. Donc là, vous voyez, par exemple, le module qui distribue les photons dans différents chemins. Alors ça, en fait, c'est un module pour 12 qubits. C'est la dernière machine qui a été livrée. Ensuite, les photons vont sur cette puce photonique intégrée où vous reconnaissez à nouveau des guides d'ondes où les photons vont se propager. En fait, vous voyez partout les petits Mach Zehnder donc les beam split, les séparateurs de faisceaux. Donc les guides d'ondes se rapprochent et s'éloignent pour répartir l'intensité de manière équitable des deux côtés pour faire cette interférence quantique. Et vous avez en bleu ici tout ce qui permet de contrôler les phases dont je vous ai parlé pour faire des portes logiques arbitraires. En vrai, ça ressemble à ça. C'est une puce photonique intégrée qui contient énormément de guides d'ondes sur quelques centimètres carrés ou quelques millimètres carrés suivant le matériau qu'on utilise. Et puis, il y a toute l'électronique de contrôle pour contrôler la transformation qu'on fait aux photons. Tout ça est intégré dans des racks avec l'électronique de contrôle. Donc vous avez ici le cryostat qui met à 4 Kelvin, la source et le détecteur, les lasers, l'électronique de contrôle. Et puis, il y a toute la partie logicielle qui est développée pour piloter tout ça. Et maintenant, je vais vous donner des exemples d'applications avec ces premières machines qui n'utilisent pas encore les portes logiques dont je vous ai parlé, qui utilisent ce phénomène d'interférence quantique. Donc, quelle est l'idée simplement de ces machines? Vous avez à l'entrée, ici j'ai fait un dessin avec 6 photons, qui sont transformés de manière unitaire par cette puce photonique, et à la sortie, je vais avoir 12 détecteurs. Et qu'est-ce que j'ai en réalité? Avec toutes ces interférences quantiques, je vais avoir un grand nombre de photons intriqués dans des états très compliqués. Bon. Et donc, je vais avoir une intrication multiparticule qu'on va essayer d'exploiter. Alors, exploiter comment? Je vais revenir, vous allez voir, cette histoire revient régulièrement. Je reviens sur cette interférence à 2 photons que j'ai fait tout à l'heure avec 2 particules indiscernables. Mais tout à l'heure, j'avais pris une transformation où ma lame semi-transparente était moitié-moitié, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. D'accord? Là, j'ai mis une transformation arbitraire. J'imagine que mon cube permet de transmettre T ou de réfléchir R. Et quand j'écris ça, et que j'écris la transformation que fait ma lame, cette fois-ci, quand je pars de un photon en A à un photon en B, eh bien, j'ai des termes en plus. Tout à l'heure, j'avais simplement les 2 termes-là, C et D, 2 photons en C, 2 photons en D. Mais si maintenant j'ai des coefficients R et T ici, eh bien j'ai ce terme-là en plus qui vient, qui est en I2, donc moins R2 plus T2. Alors, pourquoi je mentionne ça? Eh bien parce qu'en fait, ce qui se passe ici, ce petit terme qui donne lieu à l'interférence quantique qui fait que les photons ne sortent pas séparément, ça vient en fait de ce T2 moins R2 qui est en fait le permanent de cette matrice de transformation de mon cube séparateur. C'est le permanent d'une matrice. Et d'une certaine façon, j'ai élargi ma façon de voir mon système. Je me dis, j'ai 2 photons en entrée, ils peuvent sortir tous les 2 d'un côté, tous les 2 de l'autre, ou séparément. Et la probabilité qu'ils sortent séparément, c'est donnée par le permanent de cette matrice ici. Si on pousse l'exercice plus loin, ça a été fait dans cet article, je peux envoyer 3 photons dans un réseau de guides d'ondes avec 5 chemins. Ça me fait une transformation unitaire entre 5 entrées, 5 sorties, qui est cette matrice 5,5. Et je peux regarder quelle est la distribution en sortie d'avoir par exemple les 3 photons ici sur le chemin 1, 3 et 5. Je mets mes 3 photons en entrée sur le chemin 1, 2, 3. Quelle est la probabilité de trouver des photons en sortie sur le chemin 1, 3 et 5? Eh bien mathématiquement, on peut montrer que la probabilité de trouver les photons à cet endroit-là, c'est le permanent d'une sous-matrice de cette matrice-là. Une sous-matrice qu'on a construite avec des règles spécifiques qui viennent de là où je cherche les photons en sortie et là où je mis les photons en entrée. Et plus généralement, je suis en train de vous emmener dans un domaine de mathématiques qui s'appelle le calcul des permanents. Le calcul des permanents, qui est défini comme ceci, si j'ai une matrice NN, eh bien le permanent d'une matrice NN, c'est cette somme ici de tous les termes de la matrice, les produits, avec toutes les permutations possibles. Donc, par exemple, sur la matrice 3,3, ici, je généralise ce que j'avais dit tout à l'heure, ça fait AEI plus BFG plus etc. Alors, ça ressemble à quelque chose que vous connaissez qui est le déterminant. Le déterminant d'une matrice, c'est la même chose, sauf que vous avez ici un moins 1 puissance n, qui est en fait la signature de la permutation. Eh bien, il y a une très grande différence mathématiquement entre le permanent et le déterminant. Le déterminant, on sait le calculer de manière très efficace.
Et le permanent, il a été montré que dans les domaines de la complexité, ce permanent, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à calculer. Si on parle d'une taille de matrice n, eh bien, c'est un temps de calcul qui, je dirais, explose en n carré de puissance n, tel que expliqué dans cette publication. Donc la première idée qui est venue, c'est qu'on peut utiliser un ordinateur quantique à base d'interférences de photons pour traiter des problèmes qui sont pertinents, qui utilisent le calcul de permanent et qui ne sont pas capables, qui sont peu faisables avec les ordinateurs quantiques, les ordinateurs classiques actuels. Donc on a tout un domaine, on appelle ça en fait, il y a un jargon, ça s'appelle l'échantillonnage de bosons. Alors échantillonnage, c'est parce qu'on veut regarder les distributions de sortie et ça nous donne les permanents. Et des bosons parce que le phénomène arrive parce que j'ai des particules bosoniques qui interfèrent sur une lame semi-transparente qui crée mon état intriqué. Et donc en entrée, vous envoyez des photons, vous avez une certaine distribution de photons. La puce optique fait une transformation unitaire et à la sortie, vous regardez toutes les possibilités d'arriver vers un certain état, une certaine distribution de sortie, ça vous fait calculer des permanents. Alors, c'est le premier type de calcul quantique qui a été implémenté, je dirais, avec un grand nombre de particules, notamment ici, en 2019, avec les sources de photons telles que les mêmes que les nôtres, mais par une équipe en Chine, le groupe de John Weipine et Chang-Yang Lu, qui ont fait pour la première fois ce calcul avec une vingtaine de photons dans un circuit ici. Et vous voyez ici toutes les distributions suivant en entrée, la sortie, les distributions de sortie qui sont mesurées. Et ils ont montré, lors de cet article, qu'ils augmentaient la taille de l'espace. Alors, l'espace de Hilbert, mathématiquement, dans lequel ils faisaient leurs calculs de manière très très grande. Ils sont passés, en quelques années où ils avaient fait ces expériences-là, avaient été faites avec 3-4 photons, en utilisant des sources plus efficaces comme celles que je vous ai présentées, les sources à boîte quantique, d'un seul coup, ils ont gagné 12 ordres de grandeur sur la taille de l'espace de Hilbert. Donc on commence à arriver à un domaine de complexité inaccessible aux meilleurs calculateurs quantiques. C'est pour l'instant l'état de l'art avec des photons uniques. Ce même protocole d'envoyer des photons sur un cube séparateur pour intriquer et ensuite regarder des permanents a été étendu à des états comprimés de la lumière, qu'on appelle donc, qui sont plutôt dans le domaine des variables continues. Et ça a été fait par la société Xanadu, par exemple, en 2022. Et en fait, il y a une compétition entre la société Xanadu au Canada et le groupe du professeur John Weipine en Chine, qui ont fait ça. Ah zut, je n'ai pas marqué le nombre de particules. Je crois qu'on est à 256 particules ici, 256 états photoniques. Et ce que vous voyez ici, c'est une carte qui montre en fait le nombre de photons qui ont été détectés et le nombre moyen de photons qu'il y avait dans les états et qui vous dit quel est le temps de calcul qu'il faudrait sur les plus puissants ordinateurs classiques pour calculer ces permanents. Et vous voyez ici qu'eux, il leur faut 1 microseconde pour récupérer cette information, d'avoir un échantillonnage, donc c'est l'équivalent d'un calcul de permanent. Et il faudrait un jour jusqu'à 1 an. En fait, ici, c'est le point où ils ont eu l'état le plus large. 10 puissance, c'est trop petit, j'arrive pas à lire, 10 puissance 10 ans pour calculer la même chose sur un ordinateur classique. D'accord ? Et donc c'est là qu'on arrive dans ce qu'on appelle l'avantage quantique, d'un point de vue formellement mathématique. Ces processeurs de calcul à base de photons permettent de gagner de manière exponentielle en temps de calcul pour calculer des permanents. Et donc tout ça, bien sûr, il a fallu augmenter le nombre de modes dans lequel on manipule les photons, le nombre de photons ou d'états de la lumière qui sont intriqués et le nombre moyen de photons dans ces états. Alors ça paraît très abstrait. Est-ce qu'on peut utiliser ce calcul de permanent dans des applications très concrètes ? Eh bien, je vais prendre l'exemple de la mathématique des graphes. Les gens essayent de comprendre, par exemple, si deux graphes, tels que ceux qui sont représentés là, sont les mêmes, sont isomorphes. Pour répondre à cette question, l'humain va compter le nombre de nœuds. Bon, ils ont le même nombre de nœuds. Et après, sur chaque nœud, on va regarder s'ils sont couplés au même nombre d'autres nœuds. Et là, je vois facilement que mes deux graphes sont différents parce que j'ai dit différence en termes de nombre de nœuds auxquels ils sont couplés. Mais bien sûr, quand le graphe devient plus grand, la réponse à la question est très compliquée. À droite, on est incapable de dire de manière humaine si les deux graphes sont équivalents. Et donc, de manière plus générale, on veut des critères pour être capable de répondre à la question si les deux graphes sont identiques. Et pour ça, il faut considérer l'ensemble des permutations qui permettent de passer d'un graphe à un autre. Et c'est exactement ce que fait le calcul du permanent. Donc, une première application qui a été trouvée,
c'est dans l'identification de propriétés de graphes. C'est d'utiliser ces ordinateurs qui font naturellement des calculs de permanents. Alors, il a fallu faire un peu d'astuces. Il a fallu, par exemple, définir la matrice d'adjacence. Donc, la matrice d'adjacence, ici, là, j'ai 6 nœuds à mon graphe. Elle dit à quel autre nœud mon état est connecté. Donc là, vous voyez, le 1 est connecté à 2, à 3 et à lui-même. Donc, ça fait 1, 2, à lui-même, 2 pardon, c'est pas 3, là, c'est 5. Voilà. Et on peut montrer mathématiquement que si deux graphes sont isomorphes, eh bien, leur permanent est identique. Le permanent de leur matrice adjacente est identique. Et donc il a fallu faire un petit peu de transformation parce que la matrice en question que je viens de vous tracer n'est pas unitaire. Donc je ne vais pas calculer le permanent de cette matrice-là avec mon dispositif optique, parce que mon dispositif optique, lui, il fait une transformation unitaire. Et donc il y a des astuces, des théorèmes de mathématiques que je vais simplement vous montrer ici. Il y a une astuce qui a été trouvée pour transformer cette matrice d'adjacence en une matrice unitaire. Et on peut montrer que du coup, on peut implémenter ce calcul de permanent sur des matrices d'adjacence pour définir si deux graphes sont isomorphes avec un ordinateur quantique photonique. Et donc ça, c'est une des premières applications. Dans cet article-là, vous verrez qu'il y a d'autres applications pour identifier le graphe plus dense dans un ensemble de graphes, dans un sous-graphe, la partie la plus dense d'un sous-graphe, etc. Voilà. Alors, un autre exemple, c'est l'apprentissage hybride, donc au sens machine learning, apprentissage automatique. Il y a de plus en plus de travaux qui utilisent les ordinateurs quantiques photoniques pour faire ces apprentissages hybrides. L'idée, ça va être d'encoder, par exemple, une partie de l'information sur les phases de photons qui ont été au préalable intriquées par un réseau. Vous en voyez ici, j'envoie par exemple 2 photons. Ces photons se retrouvent intriqués. Je vais encoder une partie de l'information qui m'intéresse pour l'apprentissage ici. Et en faisant cela, je suis en fait en train d'explorer un espace de sortie de paramètres qui est très très grand. Ici, c'est un état de dimension n c'est n parmi n plus n moins 1, c'est n photons pour un interféromètre à m mode. Et ce qui a été montré, c'est que si je fais un protocole d'apprentissage machine learning, donc là par exemple l'exemple c'est l'identification d'images, eh bien je peux déporter une partie de mon calcul vers mon processeur quantique en encodant une partie des paramètres qui permettent d'identifier l'image dans ce processeur quantique. Et à la sortie, la distribution de mesures de photons va être combinée au résultat classique pour augmenter en fait la taille de l'espace qui permet de l'apprentissage. Il a été montré qu'ainsi on pouvait améliorer le machine learning. Et un exemple qui a été réalisé récemment, alors l'article devait être sur Archive aujourd'hui, mais il le sera finalement la semaine prochaine, donc je mettrai la référence la semaine prochaine. Ça a été utilisé notamment pour faire toutes ces images d'IA générative pour créer des images de nuit à partir d'images de jour, par exemple pour des véhicules automatiques. En mettant une partie de cette partie de processeurs photoniques à base d'interférences de photons, eh bien, ils ont gagné 3-4%. Ils ont réduit de 3-4% le taux d'hallucination de l'intelligence artificielle. Ils réduisent ainsi les hallucinations de l'intelligence artificielle. Bien. Et pour terminer cette partie linéaire, je dois revenir sur la promesse du début, qui est de vous dire que je peux quand même, avec mes photons qui interfèrent sur un cube, faire une porte C-note. C'est en fait une des premières démonstrations expérimentales qui a été faite bien avant qu'on comprenne qu'on pouvait utiliser ces interférences, par exemple, pour faire des calculs de permanents. Ce qui a été montré en 2001 et implémenté pour la première fois en 2002, c'est la porte C-note, avec le circuit que je vous montre ici. Alors, j'ai 2 photons, un qubit de contrôle, un qubit cible, qui arrive sur 4 chemins. Donc 4 chemins parce que chaque photon est encodé sur 2 chemins. Qubit 0, qubit 1, qubit 0, qubit 1. Et puis j'ai des chemins auxiliaires ici. Et vous voyez que les photons vont simplement se rencontrer sur des cubes séparateurs d'amplitude 1/3 ou 1,5. Et à la sortie, on va détecter, on va regarder ce qui se passe. Alors ça ressemble énormément à ce que je vous ai montré avec 2 photons, mais maintenant j'ai 5 beam splitters, cubes séparateurs, et j'ai 6 chemins. Et donc j'ai les transformations de chacun de mes chemins qui sont données par ces formules. Bon, on ne va pas regarder le détail. Et quand je prends un état qui est dans l'état alpha HH plus bêta HV plus gamma VH et delta VV en entrée, ici, donc encodé sur mes 4 chemins ici. Donc le premier
la première lettre fait référence au qubit contrôle et le deuxième au qubit target, eh bien je peux calculer ensuite, donc je peux transformer tout ça dans un état qui est affreux. D'accord ? J'ai plein de composantes dans mon état de sortie. Vous voyez, il y a tout ça, il y a tous ces termes-là. Quand je fais les transformations de cet état-là avec tous ces opérateurs-là, j'ai tous ces états-là. Mais ce que je vous ai mis en couleur et que vous voyez bien, c'est que en fait, quand j'avais HH, alpha HH plus bêta VV, j'ai toujours bêta HH plus bêta HV, ici. Et puis ici, sur gamma VH, eh bien, en fait, je suis devenu gamma VV et delta VV est devenu delta VH. Donc ça ressemble, c'est exactement ce que cette première ligne-là me donne exactement l'opération d'une C-note, d'une porte contrôle note. Exactement. Bon, mais il y a un petit problème. Il y a un petit problème, c'est que j'ai tout ça en plus. Et ce tout ça en plus, c'est sur une partie de l'état qui n'est pas intéressant. Et donc en fait, la proposition de cet article de 2001 de faire des portes logiques avec cet ordinateur, c'est de dire, eh bien je ne vais regarder que les situations où mon qubit de contrôle sort sur les deux chemins qui sont les bons et mon qubit de cible sort sur les deux chemins qui sont les bons. Et donc si je regarde simplement les moments dans cet état, dans ce grand état, les situations où j'ai un photon là ou là et un photon là ou là, eh bien en fait il n'y a que ces quatre états-là. Tous les autres, vous voyez ici, il y a des photons qui sortent par exemple ici sur les états à l'extérieur qui ne m'intéressent pas. Ici j'ai deux photons qui sortent du même côté, etc., etc. Et donc tous ces états-là, en fait, ne répondent pas à ce critère-là. On appelle ça la post-sélection. Et donc, je peux rejeter tous ces cas-là, parce que je sais que je n'ai pas eu de clic au bon endroit. Et si j'ai simplement un clic sur les deux chemins verts et un clic sur les deux chemins bleus, j'ai effectivement fait une C-note, une porte C-note. Et donc, c'est ce qu'on appelle une porte probabiliste. Elle marche de temps en temps. Elle marche de temps en temps, mais vous savez quand elle marche, parce que vous avez les clics qui vous disent qu'elle a marché. Donc, on peut faire plein de choses avec, sauf passer à l'échelle. On ne peut pas passer à l'échelle avec des portes qui marchent une fois sur 9, parce que si vous empilez 10 portes, la probabilité qu'à la fin vous ayez fait le calcul que vous vouliez est très proche de 0. Donc, je dirais que dans le calcul quantique photonique, on s'est éloigné de ces portes logiques toutes simples telles que je vous les montre là. On est plutôt passé sur les parties dans l'espace de Fock avec les calculs de permanents qui permettent aujourd'hui de voir un nombre d'applications de plus en plus nombreux. Mais pour passer à l'échelle, eh bien, on passe dans un autre paradigme de calcul, qui est le calcul quantique basé sur la mesure, qui a été proposé 1 an après ou 2 ans après l'autre calcul quantique. Et l'idée, donc en fait la même année, 2001 et 2003. Donc en fait, il y a eu les deux idées en parallèle. Et l'idée du calcul quantique basé sur la mesure, le postulat de départ, c'est je ne pars pas de qubits individuels, je pars de qubits intriqués. Si j'ai un état avec un grand nombre de qubits intriqués, on peut rêver, hein. Si je sais générer un grand nombre de qubits intriqués, ce que nous savons faire maintenant, vous allez le voir, mais à l'époque pas vraiment. Si j'ai un grand nombre de qubits intriqués comme cela, et que je fais par exemple une opération sur celui-là, je le tourne, pas celui-là, celui-là, et ensuite je le mesure, eh bien en fait je vais, puisqu'il est intriqué avec ses voisins, je vais affecter l'état des voisins, je vais le modifier. Et donc j'ai fait effectivement une porte logique d'un point de vue temporel, hein, entre ces qubits et les suivants, et ceux qui sont autour. Et nous allons voir ensemble qu'il y a une façon de faire correspondre un pour un calcul quantique basé sur des portes logiques avec un calcul quantique basé sur la mesure. C'est complètement équivalent, mais d'un point de vue de la façon dont vous concevez la machine, c'est complètement différent. Donc on va d'abord créer un état avec 3 photons en ligne, comme ça. C'est 3 photons intriqués en ligne. Comment est-ce que je peux faire ça ? Eh bien, je peux prendre 3 photons que je mets dans l'état plus, 0 plus 1 sur racine de 2. Ça veut dire que mon état à 3 photons, c'est ça, 1 sur racine de 8, et j'ai toutes les combinaisons de 0 et de 1 possibles. Ça, ce n'est pas un état intriqué, c'est 3 photons indépendants les uns des autres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une porte, on va intriquer ces photons. Si j'intrique ces photons avec une porte, alors on utilise la porte CZ. La porte CZ, c'est une porte qui n'est pas comme la C-note. Alors il y a toujours le qubit de contrôle et le qubit de cible. Il y a toujours le fait que si le qubit de contrôle vaut 0, ça ne change rien, il y a l'identité ici. Mais si le qubit de contrôle est à 1, on va simplement faire un changement de signe ici. On va passer de 1 à moins 1. Donc si j'applique ça sur n'importe quel état 0, 1, alors 0 ou 1 ou 0, 0 ou 1, 1, en fait, la transformation, c'est celle-là. C'est-à-dire que c'est seulement quand j'ai les deux qubits qui sont dans l'état 1 que je change de signe. Et toutes les autres fois, je ne change pas de signe.
Si j'applique ça à cet état-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai cet état qui est en fait un état intriqué à 3 photons, avec ce terme -1, x1, x2, parce que j'ai appliqué la porte CZ sur le qubit 1 et 2, et sur la porte CZ sur le qubit 2 et 3. Donc j'ai x1, x2, plus x2, x3. Bon, ça commence à être affreux. Hein. Quand on commence à avoir beaucoup de photons intriqués, on a du mal à écrire les états. Je vais séparer le photon du milieu, le photon 2. Je vais séparer les situations où le photon 2 est dans l'état 0, où le photon 2 est dans l'état 1. Quand il est dans l'état 0, ça veut dire que x égale 0 ici. Donc ça veut dire que mon terme ici, il est 1. Et quand le photon 2 est dans l'état 1, ici, j'ai du coup -1 puissance x1 plus x3. Donc ça me donne déjà une forme un petit peu plus agréable pour voir l'état. Et commencer à voir qu'effectivement, c'est un état non factorisable des 3 particules. C'est vraiment un état intriqué des 3 particules. Quand j'ai fait ça, je suis arrivé à cet état où j'ai mes 3 photons intriqués en chaîne comme cela. C'est-à-dire j'ai le premier photon qui est intriqué au deuxième, qui est intriqué au troisième. Et on les représente comme ça. Photon 1 intriqué au photon 2, photon 2 intriqué au photon 3. Et maintenant, que se passe-t-il pour illustrer ce que je vous ai dit avant si je mesure le photon du milieu dans l'état X, dans la base X? C'est-à-dire, je vais le mesurer dans la base 0 plus 1. Donc, je vais appliquer le projecteur plus ou moins, donc les deux vecteurs propres de x. Hein. On se rappelle que les vecteurs propres... J'ai perdu mon crayon. X, les deux états propres de x, c'est plus moins, c'est 0 plus ou moins 1 sur racine de 2. Donc ça, c'est la mesure selon... C'est en fait les vecteurs propres de la matrice de Pauli X. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand j'applique plus-moins sur le 2 ici, sur le 0, en fait, je n'ai pas de préfacteur, donc ça fait toujours... le terme devant 0, c'est toujours 1. Par contre, si j'applique plus-moins sur 1, je vais avoir un -1 puissance S, et S, ça vaut 0 si j'ai fait la mesure sur plus ou sur moins. Bref, sans regarder trop le détail, j'arrive à ça. Je peux montrer qu'une fois que j'ai mesuré le qubit 2, mon qubit 3 est dans cet état. Et si je regarde les deux cas possibles, le cas S égale 0, c'est-à-dire j'ai mesuré mon qubit 2 dans l'état plus, eh bien je trouve que mon état des photons 1 et 3 sont dans l'état de Bell 0, 0 plus 1, 1 sur racine de 2. Donc je suis dans un état de Bell maximalement intriqué. Si j'ai mesuré mon qubit 2 dans l'état moins, selon la base X, cette fois, les seuls termes qui restent, le x1 plus x3, les seuls termes qui restent, vont donner cet état-là, 0 plus 1, plus 1, 0 sur racine de 2. C'est un autre état de Bell qu'on appelle psi+. Ce n'est pas exactement le même état de Bell, et on peut simplement, il suffit de faire une transformation des qubits un par un. Mais globalement, qu'est-ce que je viens de vous montrer? C'est que quand je fais une mesure de x ici au milieu, du photon du milieu, eh bien j'ai téléporté la formation de ce qubit-là vers ce qubit-là, où j'ai intriqué ces deux qubits-là. Pardon, ce n'est pas téléportation, c'est transfert d'intrication. Transfert d'intrication. J'ai transféré l'intrication qui était entre 1 et 2 et 3, je l'ai transféré vers 1 et 3. Qu'est-ce que je viens de vous décrire? Dans le calcul basé sur la mesure, ce que je viens de vous décrire, c'est j'ai un état à 3 photons intriqués. Si je fais une mesure du qubit 2 sur les AX, eh bien, j'ai fait un transfert d'intrication du qubit 1 vers le qubit 3. Je peux écrire exactement la même chose avec des portes logiques. Je pars de qubits qui ne sont pas intriqués, je vais faire des portes logiques qui les intriquent, et ensuite je fais une mesure, une porte de Hadamard et une mesure selon Z. Et vous voyez qu'il y a une équivalence, parfaite entre penser le calcul à partir d'états ressources où j'ai un grand nombre de photons intriqués ou faire des circuits logiques. Et donc, les propositions de 2003, c'est de partir d'un grand nombre de photons comme cela et de réaliser des portes logiques. Au fur et à mesure qu'on intrique les photons, on les mesure et on ajuste le calcul. Et c'est ce qu'on appelle le calcul quantique basé sur la mesure. Alors ce calcul-là, c'est celui qui peut passer à l'échelle, avec un grand nombre de particules et un grand nombre de photons. Et c'est l'approche qui est adoptée par toutes les startups du calcul quantique, enfin les plus grandes en tout cas, notamment par PsiQuantum, qui va utiliser ça. Alors si vous vous rappelez, la semaine dernière, quand on a parlé de PsiQuantum, la technologie qu'ils utilisent, c'est les sources annoncées. Et on avait vu ensemble que comme les sources annoncées, c'est très peu efficace, ils en mettaient beaucoup. Et donc ils vont mettre beaucoup de sources de photons annoncées. Ils vont faire des portes logiques probabilistes pour intriquer les photons, pour créer ces états à 2 dimensions où beaucoup de photons sont intriqués. C'est ce que vous voyez ici, on appelle ça des réseaux de fusion. Donc ils vont créer des petits états à 4 photons intriqués comme cela, que vous voyez là.
C'est un de plus que celui que je vous ai montré, puis c'est replié. Et ensuite, ils vont faire des opérations probabilistes pour tout fusionner. Et en même temps qu'ils vont construire l'état, ils vont l'utiliser pour faire le calcul en faisant des opérations à 1 qubit et en mesurant. Et donc, c'est vraiment l'architecture qu'ils développent qui vous emmène à un nombre de composants qui est assez impressionnant pour générer les états quantiques sur lesquels ils vont faire le calcul. Il y a une autre façon de générer ces états quantiques intriqués de façon non pas probabiliste, mais de manière déterministe. Et ça, nous allons le voir aujourd'hui dans le cadre du séminaire du professeur Gerhard Rempe, qui s'est intriqué un grand nombre de photons, qui a même le record au niveau international de nombre de photons intriqués, jusqu'à 14 dans les dernières nouvelles que j'ai eues, en utilisant un atome pour intriquer plusieurs photons. Et donc je vais vous présenter, donc vous allez avoir le séminaire du professeur Gerhard Rempe dans une demi-heure. Je vais vous présenter une autre façon de faire, qui est celle que nous utilisons dans notre approche, qui va être basée à nouveau sur les mêmes émetteurs quantiques, les boîtes quantiques, exactement les mêmes composants que je vous ai montrés pour générer des photons un par un. Mais cette fois-ci, on va exploiter le fait qu'on a un électron piégé dans la boîte quantique. Je vais utiliser un électron piégé dans la boîte quantique. Et je vais avoir des règles de sélection optique qui vont me dire que si l'électron a le spin qui pointe vers le haut, le spin up, eh bien le photon qu'il va émettre va être un photon de polarisation circulaire gauche. Et si le spin est down, pointe vers le bas, eh bien le photon qui va être émis va être un photon de polarisation circulaire droite. Et donc ensuite, l'astuce, ça va être d'intriquer les photons avec le spin. Et donc on va trouver une façon de mettre notre spin dans la superposition d'états plus, pointe vers le haut plus pointe vers le bas. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on avait vu au cours numéro 1. Si notre spin pointe vers le haut, je mets un champ magnétique dans le plan et je vais le faire précesser. Et quand le spin va arriver à la superposition up plus down, je vais déclencher l'excitation de mon système, je vais envoyer le laser pour que mon émetteur émette un photon. Et quand mon émetteur est dans un état superposé up plus down, quand il va émettre un photon, on va récupérer un état où on a un photon up le spin dans l'état up et le photon polarisé circulaire gauche, plus le spin dans l'état down et le photon polarisé dans l'état circulaire droit. Et là, vous voyez, je commence à faire des petits dessins où au lieu d'avoir que des ronds rouges ou d'une seule couleur, je suis en train de dessiner des états où j'ai intriqué des spins et des photons. Et je peux recommencer. Je peux refaire une porte logique sur mon spin ou pas d'ailleurs. Je peux, par exemple, réexciter mon système et le remettre encore un peu plus loin de faire une autre opération. Et je vais réexciter mon système. Et quand je vais exciter une deuxième fois, eh bien, je vais avoir un deuxième photon ici. Alors, pardon, oui. Mon petit dessin, il y a une petite erreur ici que je corrigerai après. Cette fois-ci, j'ai un spin avec deux photons qui tournent à gauche, plus mon spin qui pointe vers le bas et deux photons qui pointent à droite. Et ça, c'est un état de graphe, exactement le même que ce que je vous ai montré avec 3 photons où j'intrique avec des portes CZ, mais cette fois-ci, j'ai intriqué un spin et 2 photons. On a récemment mis en œuvre ce protocole. On a pour la première fois fait ça avec les mêmes composants avec lesquels on génère des photons, c'est-à-dire avec la cavité qui nous permet d'extraire les photons très bien. On a fait ça pour la première fois en 2023. Et puis, depuis, on augmente le nombre de particules qui sont intriquées. Dans cet article de l'an dernier, on a rajouté une particule. Alors l'intérêt de cette particule qu'on rajoute, c'est que ça me permet de vous montrer qu'on peut jouer avec ces états pour simplement générer des photons intriqués ou faire plus. Alors regardons d'abord, ici quand j'ai 4 particules intriquées, alors l'état qu'on génère a une tête un peu compliquée que je vous ai écrit ici. Vous voyez photon 1, 2, 3, c'est pas 1, 2, 3, c'est spin, et photon 2, photon 3 et photon 4. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une corrélation parfaite entre la polarisation du dernier photon et l'état de spin. Et donc si je mesure le dernier photon, par exemple, dans la polarisation qui tourne à gauche, left, ça veut dire que aussi je mesure le spin, et je me retrouve avec un état de Bell ici entre mes deux photons intriqués. Et je vous montre ici la matrice densité, vous vous rappelez, on avait vu ça au cours numéro 2, qu'on pouvait caractériser un état intriqué à 2 photons en faisant des mesures. Et ça, c'est une matrice densité de 2 photons intriqués avec une concurrence. Alors, c'est des paramètres qu'on utilise pour quantifier le degré d'intrication. Nous avons récemment poussé plus loin en rajoutant un degré de contrôle sur le spin et on peut générer des états qui ont des formes plus arbitraires. Vous voyez, on gagne de plus en plus de contrôle et donc on peut créer des liens d'intrication un peu différents.
Et je vous rappelle que ce qu'on voudrait faire, c'est un tamis à 2 dimensions avec des photons intriqués dans une topographie en carré, en réseau carré. Donc on n'y est pas encore, mais on peut commencer à faire des branches au-delà de la ligne linéaire. Et donc très récemment, on arrive à un nombre de particules intriquées qui est de l'ordre de la dizaine, donc on est très content, ça c'est un article qu'on va bientôt publier. Et on va pouvoir combiner cette possibilité qu'on avait là avec la capacité d'intriquer un grand nombre de particules pour créer des états plus compliqués que j'avais présenté à la leçon inaugurale, alors mathématiquement on appelle ça des états chenilles, en anglais caterpillar state. Ça ressemble aussi à des guirlandes de photons. Pourquoi ces états sont importants? Parce que, en plus de passer vers le calcul à plus grande échelle en ayant un grand nombre de particules intriquées pour faire du calcul qui passe à l'échelle les plus complexes, on va pouvoir aussi aller vers la correction d'erreurs. Et je vous montre en particulier ici une forme d'un état où il y a 16 photons, dans une jolie forme d'étoile, qui a une topologie très particulière, qui a été pensée par les théoriciens pour permettre la correction d'erreurs. Alors la correction d'erreurs dans l'ordinateur quantique, elle n'a rien de naturel par rapport à l'ordinateur classique. Parce qu'on ne peut pas cloner une information, parce que quand on mesure le système, on le modifie. Donc comment est-ce qu'on corrige les erreurs? Donc il y a tout un tas de protocoles qui ont émergé au fil du temps pour identifier les erreurs et les corriger. Et ça, cet état, c'est un état qui a été proposé par la start-up PsiQuantum pour corriger les erreurs. Si vous avez ça, vous êtes capable de faire un ordinateur quantique avec des corrections d'erreurs universelles. Alors je vous montre ici simplement, vous voyez qu'il y a 24 photons avec un certain nombre de liens d'intrication. Si vous imaginez faire ça avec des sources de photons annoncées, donc il vous faut 24 photons, donc il vous faut beaucoup de sources. Il faut des portes logiques pour intriquer les photons, donc le nombre de composants pour créer cet état-là devient gigantesque, de l'ordre du million. Je vous montre ici un petit Lego avec les états qu'on est en train de créer. Alors ceux-là, on ne l'a pas encore exactement créé, mais on espère qu'on sera capable de les créer dans l'année. Eh bien, si on est capable de créer ces états-là actuellement, tout près de pouvoir faire ça avec nos composants, eh bien, il en suffit de 3 ici, et de faire 3 portes de fusion pour créer l'état quantique en question. Et donc vous voyez qu'on gagne énormément en termes de ressources, d'efficacité de ressources pour créer des états pour la correction d'erreurs et le passage à l'échelle. Pour terminer, je voudrais donc revenir en fait un petit peu sur les verrous importants sur le passage à l'échelle des ordinateurs quantiques. Donc sur les ordinateurs quantiques photoniques, vous avez des sociétés avec des empreintes économiques, si je puis me permettre, énormes, comme PsiQuantum qui a levé plusieurs milliards, Xanadu qui n'est pas loin d'avoir levé 1 milliard également, et des sociétés en Europe qui bien sûr lèvent des montants plus faibles parce qu'on est en Europe. C'est une communauté extrêmement avancée sur le calcul quantique, avec des avantages quantiques qui ont été montrés de manière répétée avec le calcul des permanents, et des paris aussi énormes, puisque pour passer à l'échelle, il faut fabriquer un grand nombre de composants. Mais si on regarde les défis les plus fondamentaux dont je vous ai présentés, qui sont, je pense de mon point de vue, mais je pense que c'est le point de vue partagé de toutes les personnes qui travaillent sur ce type d'ordinateur quantique, le premier défi, c'est la réduction des pertes. Et le deuxième, c'est de faire des portes efficaces entre les qubits. Eh bien, en 2025 et dans les quelques dernières années, on a vraiment franchi des jalons très importants. On a observé une réduction des pertes dans les travaux présentés par PsiQuantum en 2025, absolument faramineuse. Si vous m'aviez demandé il y a quelques années s'il était possible d'avoir aussi peu de pertes sur un circuit photonique intégré, je ne pensais pas que c'était possible, et ils l'ont fait largement. Et c'est vraiment des chiffres très impressionnants. Donc c'est un problème d'ingénierie classique. Il n'y a rien de quantique là-dedans. C'est de l'ingénierie classique qui utilise les fonderies des semi-conducteurs. De la même façon, Xanadu, qui elle est une société qui travaille sur les variables continues, qui encode l'information sur les quadratures du champ électromagnétique, eh bien Xanadu a démontré pour la première fois la génération de ces états que j'avais mentionnés au cours numéro 2, qui sont des états avec des peignes dans la représentation des quadratures, qui permettent de faire de la correction d'erreurs, et c'est la première fois que ces états-là sont générés. Et ils ont fait ça dans un système où finalement ils ont quand même aussi également beaucoup réduit les pertes, parce que ce genre d'états disparaissent très rapidement si vous avez des pertes dans votre système. Et côté des portes déterministes, eh bien, on a des progrès extrêmement importants sur la génération de photons intriqués que je vous ai montré du côté de Candela, qui a été aussi reproduit dans d'autres groupes académiques, mais sans collection efficace des photons pour l'instant. Et puis en particulier également les démonstrations réalisées avec des atomes froids pour intriquer un grand nombre de photons. Donc des verrous scientifiques ont été très fortement ont été levés, très importants.
Et puis, pour terminer, je dois absolument mentionner qu'à partir du moment où on commence à utiliser des spins pour manipuler des photons, on n'est plus réellement dans le calcul quantique photonique, on est dans un calcul quantique qu'on appelle hybride, où on ne va pas utiliser simplement des photons, mais des spins et des photons. Je vous montre ici l'architecture qui est pensée pour passer à l'échelle. On va avoir plusieurs sources de photons uniques qui ont chacune un spin, qui émettent des photons intriqués les uns avec les autres. Ces photons vont se rencontrer pour faire ces portes logiques, pour intriquer un grand nombre de spins, et l'information va être tantôt encodée sur le spin, tantôt encodée sur les photons. Et tout l'enjeu maintenant, c'est bien sûr de développer ce genre de structure avec un grand nombre de composants, ce qui va être très difficile, comme pour toutes les plateformes, mais également développer des algorithmes qui prennent l'avantage des deux mondes, des qubits de matière et des qubits photoniques. La semaine prochaine, nous verrons ensemble des processeurs quantiques à base d'ions et d'atomes qui travaillent aujourd'hui avec des ions et des atomes, mais qui travaillent également à faire un interfaçage avec les photons. Et donc, dans le futur, on pense que toutes les plateformes de calcul seront hybrides. Et donc, nous sommes exactement dans ce genre de développement aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.